Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission de questions aux sénateurs. Bonne année, parce que c'est la première émission de 2019. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une heure de débat, une heure de discussion sur plein de thématiques. Je suis aujourd'hui avec une sénatrice. Bonjour Christine Lavarde. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je rappelle déjà le principe de l'émission pour que tout le monde suive. Je sais que c'est la première fois que vous suivez cette émission. Le principe c'est très simple, ça s'appelle questions aux sénateurs, donc tout est dans le titre. C'est une heure où vous pouvez poser toutes vos questions à un sénateur ou une sénatrice. Aujourd'hui, c'est une sénatrice. Des questions sur l'actualité, des questions sur le Sénat, des questions sur l'engagement politique, vraiment sur ce que vous voulez. Et on a les questions. Il y a le chat qui est derrière nous. Il y a en plus le chat qu'on a juste devant nous, qu'on va avoir un retour ici. Donc, vous posez vos questions. Moi, j'ai mon iPad avec les différentes questions qui vont apparaître au fur et à mesure et je peux les poser directement à vous. Merci beaucoup déjà d'être venu. Je vous présente peut-être rapidement pour que les gens puissent savoir qui vous êtes. Vous êtes sénatrice, du coup, Les Républicains des Hauts-de-Seine. Vous avez 34 ans. Alors, normalement, je ne donne pas l'âge c'est peut-être la première fois que je donne l'âge d'un sénateur ou d'une sénatrice qui vient. Mais vous êtes quand même la plus jeune sénatrice ou sénatrice du Sénat. Donc c'est pour ça que je le dis. Et on va pouvoir parler de ça. Je pense qu'il y aura sûrement des questions sur l'engagement politique. Et moi, j'en ai en tout cas sur l'engagement politique. Comment est-ce que vous êtes venu là-dedans? Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On a le chat sous les yeux. On a une heure, donc on a le temps. Vous pouvez poser des questions sur les thématiques de votre choix. Et donc, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Je crois que j'ai tout dit. C'est une émission évidemment d'Acropolis et de Public Sénat, mais ça, vous avez pu le voir dans le générique, donc il n'y a rien de nouveau. Par quoi est-ce qu'on commence? Il y a beaucoup d'actualités en ce moment, surtout que nous, la dernière émission était en décembre, donc ça remonte à pas mal de temps. Si on commence déjà avec le plus récent, c'est probablement les Gilets jaunes. On va rentrer dans le cœur du sujet. Et après, j'ai beaucoup de questions sur l'engagement politique, sur le Sénat, etc. Mais pour commencer avec un peu d'actualité, vous êtes sénatrice Les Républicains. Est-ce que vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes? Alors déjà, c'est un mouvement qui est quand même qui couvre toute la France, mais qui en même temps reste localisé. C'est-à-dire que jusqu'à partir en vacances en Normandie, je n'avais pas vu un gilet jaune. Enfin, on voyait des gilets jaunes à Paris, mais dans les Hauts-de-Seine, on n'en a pas vu. Et là, on le voit, puisque en ce moment, les maires, notamment le maire de la ville dont je suis membre du conseil municipal, à savoir Boulogne-Billancourt, a mis à disposition de la population des cahiers d'expression libre. Et en fait, on voit bien que les citoyens ne se ruent pas pour écrire sur ces cahiers. Du coup, dans les grandes villes, il y a moins cette mobilisation de débats, etc., liés aux Gilets jaunes? Alors, peut-être déjà parce que entre guillemets, cette population, elle est peut-être aussi, elle a plus facilement accès à l'information, plus facilement. Nous, on n'a pas de problème de taux de couverture du numérique. Enfin, avoir Internet, c'est quelque chose c'est l'usage. Après, il faut aussi se souvenir que le mouvement des Gilets jaunes, il est parti de l'augmentation qui était inscrite dans le projet de loi de finances des taxes sur les carburants. Dans les départements Paris, la petite couronne, on prend plutôt les transports en commun que sa voiture, sauf à vouloir passer beaucoup de temps dans les embouteillages. Donc c'est vrai que cette question qui était liée pouvoir d'achat et augmentation de l'essence, elle était peut-être moins prégnante. Par contre, nous, on pourrait avoir nos gilets jaunes qui poseraient des questions sur le logement, puisque finalement, chez nous, ce qui coûte vraiment très cher au regard du panier de consommation, c'est plutôt le logement. Quand ailleurs, ça va plutôt être effectivement le carburant. Ou des questions sur la démocratie, parce qu'on a vu que c'est une thématique qui, au fur et à mesure, s'est aussi imposée au-delà de la question du pouvoir d'achat. Alors, il y a eu le RIC, on peut en parler d'ailleurs. Est-ce que vous avez le référendum, le RIC, est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que c'est une mesure qui vous semble juste, qui serait intéressante? Alors c'est pareil, on parle de démocratie, mais dans les grandes villes, il y a déjà des instances de démocratie, à savoir que moi j'habite dans une ville de plus de 100 000 habitants. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, il y a forcément des mairies de quartier. Nous, on a des conseils de quartier, on a un conseil économique et social local. Quand on a voulu interroger la population sur l'avenir de l'île Seguin, on avait organisé alors une votation. Alors, qui est une île, peut-être pour expliquer, qui est à Boulogne-Billancourt, au niveau de la Seine. Qui est en fait qui a abrité les anciennes usines Renault. Ouais. Donc c'était vraiment une friche industrielle. Quand Renault a fermé son usine, donc située à Boulogne,
on s'est trouvé avec tout un quartier qui était une friche, donc qui a été urbanisé, et donc une île qui était en fait la dernière île, on va dire vierge de la banlieue parisienne, et sur lesquelles il y a eu tout un tas de projets. Enfin, je pense qu'on va pas revenir là-dedans parce que c'est très local, mais c'était pour dire que voilà, aujourd'hui, on n'a pas enfin, les élus qui ont voulu le faire n'ont pas attendu qu'il y ait soit l'État qui prenne les choses en main pour mettre de la démocratie. Et après, je pense que là où autant on arrive, quand on est dans des petits villages, tout le monde se connaît, donc c'est facile d'aller voir le maire, d'exprimer son mécontentement. Quand on est à la rigueur dans des grandes villes, on a ces plateformes pour venir s'exprimer. Je pense que la question, elle se pose peut-être dans les villes dans le plus intermédiaire, où c'est peut-être moins facile, où la consultation est peut-être moins prévue. Et justement, sur ce grand débat qui a été lancé, comment est-ce que vous le voyez? C'est-à-dire que est-ce que pour vous, c'est... comme le disent certains gilets jaunes, c'est une supercherie qui vise, c'est un simple outil de communication et derrière le gouvernement va faire ce qu'il veut? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté de prendre des idées qui viennent de la population et de consulter et de prendre des mesures à partir de là? Alors moi je pense que personne n'a intérêt à, entre guillemets, prendre en dupe la population. C'est-à-dire que si aujourd'hui ce débat... Il crée de l'espoir, il nourrit des idées chez certains qui ont le sentiment, je pense, de dire voilà, j'ai été exprimer ma pensée. En même temps, il y avait un sondage qui a été publié, je ne sais plus dans quel journal, mais aujourd'hui, qui montre que 2/3 des Français, en fait, je sais plus, oui, 2/3 des Français disent que de toute façon, ils ont le sentiment que ce débat ne servira à rien, qu'ils ne seront pas entendus. Donc voilà, les gens sont peut-être assez pragmatiques et sur ce qui va effectivement arriver, parce qu'aujourd'hui, le débat, il est très court, il dure moins de 2 mois. Ensuite, si jamais on veut vraiment écouter et prendre en compte, ça nécessite des traductions législatives, réglementaires, donc ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr. Après, en tout cas, le gouvernement a laissé la possibilité d'entendre en décalant un certain nombre de textes de loi, notamment la loi sur les mobilités, pour voir si jamais le débat fait émerger des nouvelles idées, même des sur nouvelles la réforme thématiques. De la Constitution qui a été décalée. La réforme de la Constitution, l'organisation territoriale. Enfin, voilà, sur donc, les il y a des questions qui sont en suspens et peut-être que le grand débat va amener certaines solutions. Vous avez pu rencontrer des gilets jaunes ou pas? Parce que peut-être qu'il y en a peu du coup. Non, j'avoue, j'en ai pas rencontré. Oui, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas encore une fois, les Hauts-de-Seine. Non, mais on peut pas les créer non plus. Oui. Donc, c'est vrai. Je regarde parce qu'il y a quand même pas mal de questions, de réactions. Je vois Célane qui dit: peut-on réduire un débat à un cahier de doléances? Peut-être la méthode aussi qui n'est pas forcément approuvée, le fait d'avoir des débats localement. Alors, il y a aussi la possibilité de débattre en ligne qui est proposée, mais je vois que ça fait pas mal réagir dans le chat. Donc pour vous, oui, il peut quand même y avoir des choses qui peuvent en ressortir et le gouvernement n'a pas intérêt de toute façon à ce qu'il n'y ait pas de mesures qui ressortent et que ce ne soient pas des choses qui soient prises en compte. Alors après, il faut aussi que quand les gens viennent écrire ou viennent faire des propositions, enfin aujourd'hui de ce que moi j'ai vu dans les cahiers d'expression libre qui ont été mis à disposition, c'est des choses qui sont, c'est le rétablissement de la peine de mort. Donc je ne sais pas si c'était vraiment un thème ouvert dans le grand débat. Après voilà, de toute façon il est clair qu'il y a un certain nombre d'idées qui seront proposées qui ne sont pas conciliables les unes avec les autres. Donc après là c'est du coup le rôle du politique de faire émerger l'intérêt général et ce qui permet de vivre ensemble. Donc tout le monde ne pourra pas avoir gain de cause, c'est sûr. Ouais, ok. Et donc le RIC, pour revenir là-dessus, vous y êtes favorable ou vous y êtes... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors aujourd'hui, il existe quand même un certain nombre de dispositifs qui existent déjà, qui permettent à la population de venir solliciter un référendum d'initiative dès lors qu'il y a un certain nombre de co-signataires. Après, je ne sais pas si la consultation permanente... c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, parce qu'après, il faut aussi se poser la question. La consultation permanente, elle a peut-être du sens à partir du moment où le vote devient obligatoire. Parce que sinon, on va arriver dans des situations où on est en consultation avec un vote non obligatoire, donc ne se déplaceront que les porteurs d'intérêt et on aura un résultat qui ne reflètera pas ce que pense la population. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a quand même mis en place une démocratie représentative et finalement, on se rend compte quand même que les taux de participation, notamment aux élections municipales, donc ce qui est le plus proche du citoyen, c'est là où il y a le meilleur taux de participation. Donc
ça fonctionne. Enfin, on a rarement vu des grèves contre des maires ou des grandes manifestations, parce que voilà, il y a eu, les gens ont pu s'exprimer. Il y a un débat qui est local. Il y a des campagnes qui sont quand même assez longues. Justement là-dessus, c'est une autre question que j'avais sur le grand débat. On va pas faire toute une heure sur le grand débat, mais parce que c'est une question d'actualité. Il y a eu des questions au QAG, etc. sur Marlène Schiappa, la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui a accepté de co-animer, en tout cas c'est le mot qui est ressorti, une émission avec Cyril Hanouna sur C8. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose d'aller sur ces émissions-là pour porter le grand débat, ou est-ce qu'au contraire c'est pas une bonne idée? Alors, je ne crois pas qu'elle ait accepté de co-animer. Je crois qu'elle a proposé, c'est ce que dit Cyril Hanouna, de venir faire cette émission. Là, ça pose quand même la question de jusqu'où doit aller le politique et dans quelle mesure la différence entre, enfin, le côté, elle représente une institution, elle est ministre, elle n'est pas elle n'est pas présentatrice de télé. Donc après, j'entends son message qui est de dire il y a, je sais pas, 700 000 personnes qui regardent l'émission de Cyril Hanouna. Ces personnes-là, on ne les touchera pas si on ne vient pas sur... en faisant un Facebook Live sur sa page Facebook, ça fera pas beaucoup plus de... si on ne va pas vers eux avec des moyens qui sont leurs moyens. Mais en même temps, j'ai envie de dire, là, on débat de sujets qui concernent notre avenir à tous. Voilà, si les gens sont intéressés par venir, ils ont quand même tous les moyens de venir. Et je pense que faire l'effort aussi d'aller à l'information, d'aller à l'expression, c'est aussi un acte d'être citoyen. Là, enfin voilà, moi je suis vraiment très réservée. Donc c'était pas forcément la meilleure idée. Et concernant d'ailleurs, avant qu'on passe à autre chose, sur le traitement médiatique qui a été fait des Gilets jaunes, le fait que Cyril Hanouna, on a un exemple parce que toutes ces émissions en parlent depuis assez longtemps, mais que les chaînes d'infos en parlent beaucoup. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle trop des Gilets jaunes? Alors j'avoue, je regarde tellement peu la télévision que je suis incapable de vous dire s'il y a eu un surtraitement télévisuel de ces faits. Les grandes chaînes d'infos sont quasiment en édition spéciale depuis des mois. Mais après, ça a quand même eu des conséquences. Là, j'ai vu un ami qui habite à Singapour. Qui m'a dit, mais mes collègues de bureau me demandaient comment je pouvais oser aller en France et si je pensais vraiment pouvoir atterrir. Enfin, vu de l'étranger, la France était en insurrection, Paris était à feu et à sang. Enfin, donc voilà, le traitement télévisuel et imagé a peut-être été tellement exagéré que on a effectivement donné l'impression et le sentiment que, enfin voilà, Paris était en révolte. Mais ça, c'est un peu une dérive de l'information. Il faut en même temps que ça attire les gens, que ça suscite leur intérêt, ça leur donne envie de continuer à regarder. Et du coup, c'est un peu ce qui fait le spectacle, qui fait vendre, quoi, ou qui fait regarder. Hein. Totalement. Alors on va passer à une autre thématique dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement du coup sur le chat. Je vois que ça réagit beaucoup là sur le débat sur Marlène Schiappa. Il y a beaucoup de réactions aussi aux autres sujets qu'on a évoqués. Je prends les questions au fur et à mesure. Quand c'est des questions qui ne sont pas forcément liées au sujet qu'on évoque là tout de suite, c'est des questions que je poserai plutôt en fin d'émission. Mais elles sont bien notées et Perceval dans le chat prend les questions au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On les note et on les posera de toute façon au fur et à mesure. Il y a quelqu'un qui me demande si ça serait pas important de voir comment est médiatisé les informations à la télévision. Alors j'aimerais bien avoir le temps en fait de regarder la télévision et le journal de 20h, mais c'est pas toujours possible, quoi. Donc regarder en replay, c'est possible aussi, mais voilà, je lis la presse, je lis pour le coup des journaux de toute tendance politique. Pour me tenir informée et justement avoir les regards des uns et des autres, mais je suis désolée, c'est pas la télévision. Par contre, du coup, ça soulève une bonne question. Les journées d'une sénatrice, elles sont chargées. C'est quoi vos horaires? Comment ça se déroule pour ceux qui savent pas, connaissent pas le rôle d'un sénateur ou d'une sénatrice? C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, moi, depuis que je suis élue sénatrice, j'ai arrêté toute autre activité. Bon, de toute façon. J'étais contrainte de le faire du fait de la séparation des pouvoirs et je trouve ça tout à fait normal. Qu'est-ce que vous faisiez en fait, j'étais haut fonctionnaire, donc c'est pareil, ça va pas. Je suis désolée, mais personne n'est parfait. Et de toute façon, quand on veut, je pense, être
un bon parlementaire ou au moins essayer de l'être. C'est un métier qui est plus qu'à plein temps et au final, enfin, ça occupe un peu tout le temps parce qu'effectivement, il y a le travail d'élaboration de la loi, donc c'est à la fois être dans l'hémicycle pour la voter, mais après c'est aussi la préparer en amont, donc tout un tas d'auditions pour recueillir un peu les avis des parties prenantes, des parties intéressées au projet de loi. Ensuite, il y a aussi tout un lien avec le local. Donc, moi, je suis restée fortement impliquée dans la vie municipale de ma commune, ce qui me permet, pour le coup, d'avoir vraiment un lien au quotidien avec les sujets, enfin, la réalité des choses, quoi. Et ça, pour moi, c'est très important. Et, de garder un ancrage local. De garder un ancrage local et du coup, des vraies problématiques, enfin, de se poser des vraies questions sur l'urbanisme. J'ai des questions sur le Grand Paris qui sont remontées, donc on pourra en reparler effectivement tout à l'heure. Mais oui, donc vous gardez quand même un ancrage local qui est important selon vous. Donc voilà, quand on fait ça, et puis après, un peu aussi le côté, enfin, la représentation qui est liée à la fonction. Ça donne des journées avec des agendas qui, enfin voilà, on arrive très vite aux 35 heures par semaine, voire largement plus. Et aussi le week-end, le soir. Enfin, c'est un agenda flexible. Il faut savoir s'adapter en permanence. Après, c'est un choix. Bien sûr, mais justement, on peut en parler tout de suite. D'ailleurs, je tiens à noter, parce qu'on avait noté ça tout à l'heure avec Perceval quand on préparait l'émission, que d'après le site nossénateurs.fr, vous faites partie des 100 sénateurs les plus actifs dans l'hémicycle. Et c'est la même chose pour les 100 sénateurs les plus actifs en commission. Donc, ça prouve que vous êtes bien engagé quand vous êtes. Il y a même un classement qui était un peu plus précis parce qu'il pondérait dans le top aussi. 10, dans le top... J'étais dans le top 10. C'est vrai, d'accord. Voilà, on n'a pas eu celui-là, mais d'accord. Quand on pondère un peu aussi parce que bon, la présence c'est une chose, mais les prises de parole, mais après, objectivement, ces statistiques, ces classements et autres ne représentent pas forcément toujours la réalité. C'est-à-dire que certains savent optimiser ce type de classement et enfin moi j'avoue que jamais personne m'en a parlé en fait, donc je sais pas si c'est et les gens vous félicitent. Il y a Célène qui dit bravo, il y a Perceval qui dit GG, donc bravo madame la sénatrice, donc c'est drôle. Oui, alors ça reste plus actif, effectivement c'est plus facile d'être actif quand on est en région parisienne, mais je ne vais pas regarder les statistiques à ce moment-là de tous les sénateurs de la région parisienne. On peut passer beaucoup de temps à voir toutes les études. Non, mais après, comme je le dis, c'est un choix. J'ai choisi, on m'a fait la proposition et du coup, j'ai accepté à 32 ans décider de me consacrer pendant un moment 100% de mon temps à un engagement dans la vie démocratique. Je ne ferai pas ça toute ma vie. J'ai fait autre chose avant et j'irai faire autre chose après. Mais voilà, moi j'estime que c'est ma profession et quand je travaillais avant, j'étais là disponible tous les jours, quoi. Donc là c'est mon travail. Donc, Regardez, on a d'autres commentaires qui arrivent. Caldors qui dit c'est beau une sénatrice qui s'investit vraiment, merci à vous. En tout cas il y a des bons retours suite à ça. J'ai bien fait de vous de donner ce classement. Non, par contre j'ai une question personnellement sur ça. C'est que vous êtes du coup très engagé au Sénat. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais est-ce que vous ressentez une responsabilité ou un devoir du fait d'être la sénatrice la plus jeune à se mobiliser peut-être d'autant plus que certains sénateurs qui sont là depuis des dizaines d'années ou qui restent là depuis longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que votre jeunesse finalement est un avantage ou au contraire un frein? Comment ça se passe d'être la plus jeune sénatrice Alors déjà, j'ai été très bien accueillie. Parce qu'ils le savent, les autres sénateurs ils le savent, non, mais on me le répète encore tous les jours. Et quand je passe et qu'il y a des visites de groupe, les gens s'arrêtent pour dire « Ah ben voilà, c'est notre Benjamin qui vient de passer ». Alors, je sais que tout passera un temps. Bon, je pense quand même avoir une certaine chance d'être encore au bureau d'âge la prochaine fois. Mais je pense qu'en fait, ça a été une chance d'arriver. C'était pas du tout prévu. Enfin, personne, personne n'avait calculé que je pourrais peut-être devenir la plus jeune. Après, c'est-à-dire que c'est aussi, je ne suis pas arrivée au Sénat au terme de l'aboutissement d'une carrière politique. Et ça, c'est très différent. Enfin, quand on regarde bien, je suis arrivée au Sénat en ayant eu précédemment qu'un mandat local dans une ville. Alors certes, une ville de 120 000 habitants, mais mon mandat le plus haut, ça avait été d'être maire adjointe chargée des finances.
Et ça, c'est complètement inhabituel en fait. La plupart de mes collègues ont tous eu des expériences beaucoup plus, avec plus de responsabilités. Ils ont été anciens présidents de département, anciens vice-présidents de région. Voilà, donc moi je suis arrivée aussi complètement disponible pour ce mandat parce que c'était vraiment une volonté de l'être. J'arrive aussi peut-être avec des nouvelles manières de travailler. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, je relève moi-même ma boîte mail. C'est-à-dire que je lis tous les mails. Ouais. Ce qui est effectivement, mais du coup, je lis moi-même, donc je vois tout ce qui se passe. Je choisis les amendements que je co-signe directement. J'organise mon agenda parce que jusqu'avant de venir, j'avais pas d'assistante, pas de secrétaire, enfin voilà. Et pourtant, j'avais déjà plusieurs agendas à gérer en parallèle. Vous sentez quand même des méthodes différentes, c'est ça, qui sont du fait peut-être de votre jeunesse et que vous arrivez, là vous êtes sénatrice depuis plus d'1 an et vous voyez des différences de fonctionnement, quoi. Mais voilà, parce qu'il y a peut-être des questions de génération, il y a aussi peut-être la différence qui est que finalement moi j'habite toujours chez moi, enfin, donc c'est vrai, je suis toujours ancrée dans ma vie réelle de tous les jours. Enfin, le matin, je prends le métro, je viens au Sénat, je fais ma journée, je rentre en métro, sauf quand c'est vraiment très très tard dans la nuit et qu'il n'y a plus de métro parce que j'habite sur une ligne qui n'a pas les horaires jusqu'à toute la nuit. Mais au-delà de ça, et puis j'ai des problématiques à gérer qui sont celles de mère de famille. Donc voilà, c'est le quotidien, quoi. Ouais, totalement. Alors je vois que ça fait beaucoup réagir et d'ailleurs j'ai raté des questions qui étaient juste au-dessus. Je crois qu'effectivement il y en a qui ont été notées, que Perceval va les renoter, donc je pourrais regarder. Non, c'était pas ça, Zinedine, qui demandait si jamais la moyenne d'âge au Sénat était plus importante. Oui, elle est plus importante au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Oui, elle était avant le renouvellement de 2017. On était dans les mêmes ordres de grandeur. Et par contre, il y a eu la moyenne d'âge du Sénat a un peu baissé au renouvellement de 2017, mais c'est surtout la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui, elle, a fortement diminué avec l'arrivée de nouveaux députés. Ok, donc je regarde, mais il n'y a pas d'autres questions. Ah bah tenez, Vendée Breton qui demande: que pense Madame la sénatrice des revendications demandant la suppression du Sénat? Alors, je pense qu'il faut bien réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénat est plutôt là comme un contre-pouvoir. Et bien souvent, les textes arrivent chez nous en après être passés à l'Assemblée nationale. Donc, on est souvent là en correction ou pour essayer d'améliorer ou sans pour autant tout rejeter en bloc. Enfin, voilà, ça a toujours été, je crois, la philosophie du Sénat. Et typiquement, par exemple, pour ce qui a donné lieu au mouvement de la crise des Gilets jaunes, l'année dernière déjà, le Sénat avait attiré l'attention du gouvernement pour dire là, la trajectoire d'augmentation de la taxe carbone, elle est vraiment trop forte et vous créez il risque d'y avoir un nouveau mouvement des bonnets rouges. Alors nous, les bonnets rouges, c'est vrai que c'est des Gilets jaunes. Et cette année encore, le Sénat avait supprimé l'augmentation de la taxe. Donc voilà, parce que le Sénat est quand même la représentation des territoires. Les gens ont eu cette expérience d'élus locaux, donc on continue à avoir des réseaux qui sont assez présents. Donc ressentent ça en fait. Et je ne sais pas si supprimer purement et simplement le Sénat résoudrait tous les problèmes. Et après, les citoyens, je crois, ont aussi le sentiment que le Sénat coûte cher. Enfin, mais est-ce que la démocratie coûte cher? Enfin, il y a une étude qui a été faite, je crois, qui a montré que l'ensemble Élysée, gouvernement, Sénat, Assemblée nationale, c'est 1,60 € par mois et par habitant. Donc ça, c'est le prix de la démocratie. Il y a tout un tas d'autres choses. Et d'ailleurs, il faut aller regarder les fiches qui ont été mises en ligne là, sur la plateforme du Grand Débat, qui exposent comment sont dépensés 1 000 € d'argent public, pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas tellement le fonctionnement de la démocratie qui pèse le plus dans 1 000 € dépensés. Donc après, je suis d'accord que certaines dérives ont jeté l'opprobre sur l'ensemble de nos institutions. Et il faut effectivement s'attaquer à ces dérives. Mais après, voilà, moi j'estime que j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour essayer de redorer ou en tout cas de montrer que non, on peut essayer de s'investir, de le faire à 250%.
Après, tout le monde ne partagera pas forcément les idées que je peux défendre, mais j'écoute tout le monde. Enfin voilà, si on me demande un rendez-vous, je reçois. Bon, alors, il y a d'autres questions du coup là-dessus. Il y a une proposition, vous pouvez peut-être réagir sur le chat de Fougou qui demande pourquoi ne pas remplacer le Sénat par une assemblée citoyenne numérique avec par exemple une application pour voter facilement. D'avoir des gens, alors je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais tout le monde qui pourrait voter, une sorte de démocratie participative où chacun prendrait part à des débats, une sorte de grand débat permanent au sein d'une assemblée. Ça pourrait être une idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors après, il faut aussi regarder ce que fait le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est pareil. C'est d'une part écrire la loi et contrôler l'action du gouvernement. Ouais. Et c'est quand même des domaines qui sont techniques. C'est-à-dire qu'écrire la loi, il faut quand même savoir que chaque mot a son sens ou pas, qu'on va venir interférer sur le quotidien des 66 millions de Français. Donc on ne fait pas n'importe quoi et donc voilà, ça nécessite. J'ai pas dit qu'il fallait être polytechnicien pour être, mais ça nécessite quand même de prendre le temps de réfléchir. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que l'interactivité permanente, je pense, ne donnerait pas le temps de la réflexion. Très bien. Alors je vois, il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Alors si on prolonge, si on y retourne sur les mesures, les propositions qu'on peut faire, Célane qui demande, pensez-vous qu'il y aurait une manière de rendre cette démocratie plus participative pour les citoyens ? On a parlé alors, tout à l'heure des mairies, de l'échelle locale où il peut y avoir des actions. Est-ce que vous avez en tête éventuellement d'autres choses qui pourraient être intéressantes pour que les gens puissent prendre part, au-delà du grand débat en ce moment et au-delà des élections, à la politique tous les jours ? Alors ça, j'y suis favorable. Et de toute façon, c'est comme ça. Je pense que ça a toujours fonctionné. Après, il faut toujours prendre garde à l'écueil, qui est que ceux qui s'expriment ne représentent pas forcément la majorité. La majorité silencieuse. Et il faut vraiment faire attention, et c'est un peu le risque de tous les sondages, c'est d'essayer d'avoir toujours des échantillons représentatifs pour être sûr qu'on a entendu tout le monde et qu'on a une photographie du monde réel. Bien sûr. Et on le voit bien, puisque quand le CESE, là, au mois de décembre, a refait une consultation en ligne sur quelles étaient les attentes des Français, on a vu que le thème qui était plébiscité, c'était l'abrogation du mariage pour tous. Je ne suis pas sûre que ce soit le thème qui soit porté par les Gilets jaunes. Parce qu'il y avait une mobilisation sur ce truc d'une certaine partie de la population. Et c'est ce qu'on aura toujours. Dès lors qu'on viendra mettre en place, entre guilles, une démocratie participative, des consultations. Mais avec une visée décisionnelle, les lobbies organisés l'emporteront sur la majorité silencieuse. Parce qu'eux savent se mobiliser, ils savent... Et je pense que du coup, aujourd'hui, notre système de démocratie représentative vient gommer ça, puisqu'il y a eu une élection, chacun a pu s'exprimer, a pu rentrer en dialogue avec la population, qui a choisi de désigner 7 personnes pour la représenter pendant un laps de temps donné. Donc ensuite, soit le citoyen estime que cette personne a rempli sa mission et lui renouvelle son mandat si jamais il se représente, soit il estime qu'elle n'a pas bien honoré et à ce moment-là se tourne vers quelqu'un d'autre. Mais pour le coup, la personne, elle est quand même représentative d'un territoire, d'un ensemble de population. Donc elle ne peut pas non plus que raisonner avec son prisme individuel. Voilà, donc du coup, elle doit prendre en compte l'intérêt général. Je vois que ça fait réagir. On a commencé à lancer un débat là, sur la démocratie, le truc part dans tous les sens. J'en profite juste pour remercier Harris pour son resub. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que Harris soutient la chaîne, je vous explique comme ça vous savez, soutient la chaîne Acropolis. Donc merci à Harris. On continue à lire vos questions, à les noter au fur et à mesure. J'essaie d'en poser un maximum à Christine Lavarde qui est là encore pendant une demi-heure. On a la moitié de l'émission, ça passe assez vite. Donc on va essayer d'aborder aussi les autres sujets que j'avais préparés et qui sont remontés là, depuis le début de l'émission et que je vais pouvoir vous poser. Peut-être d'ailleurs, pour prolonger un peu sur la question du Sénat, vous êtes, la question est simple, mais comment est-ce que vous êtes devenue sénatrice si jeune ? L'engagement politique, il y a beaucoup de lycéens, d'étudiants qui suivent là, l'émission en ce moment. Est-ce que c'est là que vous êtes engagé depuis longtemps ? Comment est-ce que ça s'est organisé ? Et bien alors justement, je vais leur peut-être susciter de l'espoir. Je suis arrivée là par hasard. Okay. Mais je vais être par hasard et après surtout parce que mais par hasard, pas l'an dernier, c'était par hasard. Non, il y a quand même. Voilà. En fait, depuis que je suis en
troisième, j'étais très impliquée. Je fais beaucoup de sport, hein, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport. On peut le dire, vous faites du triathlon. Voilà, mais avant, je faisais du badminton. Bon, et j'étais très impliquée dans la vie de mon club. Et en troisième, dès la troisième, je venais donner des cours pour les enfants de, CP. Donc, mais vraiment un engagement fort. J'ai passé tous mes samedis après-midi. Je participe aux compétitions de mon club. Donc, j'avais cet engagement associatif vraiment très très important. Et en parallèle, donc je fais mes études, je passe mon bac, je fais classe prépa, je passe mes concours. Bon voilà, je fais très vite. Là, je me dis bon, ça y est, maintenant j'ai un peu de temps, j'ai envie de m'intéresser. La vie politique m'intéresse, j'ai envie de contribuer au débat d'idées. Donc j'ai pris une carte. Je me dis, donc je vais prendre une carte dans un parti politique pour voir comment ça fonctionne. Donc j'ai été là où mes idées me poussaient à aller. Vous étiez à l'UMP à l'époque? J'étais à l'UMP à l'époque. Là, au bout d'un an, je me dis, bon, allez, je reçois une invitation pour les universités d'été, j'y vais, en me disant, bon, c'est sympa, je vais rencontrer d'autres jeunes. Effectivement, c'était très sympa. À la suite de ça, je reçois une invitation pour un conseil régional des jeunes qui se crée. Donc là, je me dis, allez, c'est un samedi après-midi, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Je ne suis jamais dans l'hémicycle de la région, je vais aller voir. J'y vais. On présente 4 thématiques. Et là, je prends la parole. Vraiment, je dis, mais c'est super intéressant, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de thématique autour de l'emploi, du développement économique. C'est quand même ça qui est le fer de lance. Les jeunes vous aviez aussi, quel âge? Vous étiez déjà diplômé. J'avais 20 ans, quoi. Ouais, les jeunes ont aussi le droit de parler là-dessus. Et donc là, on me dit, mademoiselle, la commission est créée, vous allez en devenir la présidente. Et donc, je deviens la présidente de cette commission. Et il s'avère que peu de temps après, il y a eu le mouvement Génération Précaire. Alors là, ça va parler aux trentenaires. Génération Précaire, c'était un mouvement en fait qui venait dire que, en gros, les stagiaires étaient exploités et qu'il fallait un peu mieux considérer la situation des stagiaires. Et donc, ma commission s'est saisie du sujet et a écrit une charte des stages, un gros document. Qui visait à encadrer les stages. Ouais, exactement. Qui a été communiqué à tous les parlementaires, donc UMP de la région Île-de-France. Et parmi ces parlementaires, il y avait le député de Boulogne-Billancourt. D'accord. Qui était qui à l'époque? Qui était Pierre-Christophe Baguet. D'accord. Qui décide ensuite de se présenter au municipal avec l'investiture UMP. Et donc, je m'en souviens de la date parce que c'est 26 décembre. Donc, à cette époque, on est en 2007. Me fait appeler et me dit, bah voilà, le député aimerait vous rencontrer. Est-ce que vous êtes disponible? Alors, j'ai dit, je suis désolée, le 26 décembre, moi je suis en vacances. Moi, je viendrai au mois de janvier, pas de problème. Mais donc, je vais quand même à ce rendez-vous. J'ai toujours vécu à Boulogne. Hein. Je suis arrivée, j'avais 18 mois, j'ai jamais déménagé, je suis jamais partie en Erasmus, donc je suis vraiment, je pense, une pure boulonnaise. Et donc j'étais toujours très investie dans le sport. C'est vraiment ce qui. Donc je me dis, je vais quand même venir lui donner des idées. Au moins, voilà, je vais plaider ma cause. Ma cause, c'est le sport, c'est ce que je connais le mieux. Je crois que l'entretien s'est bien passé. Donc j'étais venue comme ça pour sa demande pour le rencontrer, et lui a décidé de me mettre sur sa liste aux élections municipales. Donc c'est comme ça que je me 2007, suis... du coup. En 2007, donc en mars 2008, je me trouve élue, j'ai 23 ans, conseillère municipale déléguée de la ville de Boulogne, 115 000 habitants à l'époque, en charge du sport, auprès d'un maire adjoint bien sûr. Ouais. Et là, j'avais dit OK, donc je me suis investie pareil dans la cause à fond. Je crois que du coup ça a plu. Ouais. Vous vous êtes retrouvée comme ça Et je me suis retrouvée comme ça. Fin 2011, notre maire adjoint chargé des finances décide d'arrêter parce que pour raisons personnelles. Aucun adjoint veut reprendre les finances. On dit au maire, là, tu as quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Elle a l'air de s'y connaître un peu en finance. C'est moins drôle que le sport, les voilà, finances. Mais, bon. Mais parce qu'effectivement, à côté, dans ma vie professionnelle, je gérais des choses où il y avait un peu d'argent en jeu. Et donc, je me retrouve conseillère municipale en charge de l'animation sportive et du budget. En 2012, mars 2014, moi j'ai bien aimé l'aventure municipale. Je suis prête à rester s'il a toujours besoin de moi, mais que s'il veut mettre d'autres personnes, c'est pas grave, j'irai faire autre chose. Je suis sûre que dans mon club omnisport, ils ont besoin de main d'œuvre, donc j'ai aucune difficulté. Ils choisissent ou pas. Donc il me dit non, si, je veux bien que tu restes avec moi. Donc du coup, je reste. On est réélus. Et donc là, on est en mars 2014. Et je me trouve, j'ai 2014, j'ai 29 ans, maire adjointe chargée des finances d'une ville de quasiment 120 000 habitants. Donc là, je pense que... Mais j'ai surtout en fait eu cette chance que...
Pierre-Christophe Baguet en fait me fasse confiance, parce que c'était quand même pas évident de dire que, comme il aime à le dire, il dit déjà j'ai confié les finances à une femme, et une femme jeune en plus. Donc ça, c'est vraiment pas du tout. Regardez un peu le profil des gens qui gèrent les finances ailleurs. Mais même là au gouvernement, c'est que des hommes qui sont aux finances, qui sont... Et je pense que ça s'est bien passé. Et ce qui fait que quand il a voulu que la ville ait un parlementaire qui puisse le représenter et agir, voilà, il a suggéré mon nom. Puis après, bon, les élections sénatoriales, c'est un peu particulier parce que c'est quand même une élection par des grands électeurs. La ville de Boulogne pèse quand même un poids certain dans le département des Hauts-de-Seine. Donc voilà. Mais je pense que je suis là parce que j'ai rencontré d'une part la confiance de quelqu'un. Ensuite, je me suis investie, comme je m'investis au Sénat, dans mes activités d'avant, qui étaient au départ, c'était vraiment bénévole, quoi. Quand le temps passait pour les indemnités qu'on perçoit, c'est pas du tout dans le même rapport que ce que je pouvais avoir dans mes activités professionnelles. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait ça un peu dans la continuité de ce que je faisais dans mon engagement associatif. Et pour moi, ça reste très important, l'engagement associatif. Alors aujourd'hui, je ne peux plus avoir un engagement, on va dire, formel, parce que je ne peux pas être à la fois jugée partie, mais pour autant, j'essaie de m'impliquer dans la vie de l'école de ma fille. J'estime très important d'aller aux fêtes de crèche de la seconde. Voilà, j'estime que c'est normal de participer à la vie de la cité, quoi. Et je précise que vous êtes, du coup, encore une anecdote qui va vous flatter, que vous êtes vice-championne de France par équipe sur le format longue distance en triathlon, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est bien ça. Donc voilà, vous faites aussi beaucoup de sport et je pense que ça le prouve. Il y avait une question, est-ce qu'il y a une salle de sport au Sénat ? Alors, il y a une salle de sport au Sénat dans laquelle je ne suis jamais allée, mais je confirme. Alexandre Benalla est allé dans celle de l'Assemblée nationale. Voilà, alors je ne suis pas allée dans celle du Sénat parce qu'en fait, les horaires ne sont pas du tout pratiques. C'est-à-dire que soit je fais du sport avant de venir au Sénat, donc assez tôt, soit après, soit le week-end. Mais pour le coup, quand je suis au Sénat, les journées sont très denses, donc je crois que je n'aurai pas le temps de me changer. C'est pas facile, c'est pas facile. On vous rappelle, il vous reste environ 20 minutes du coup pour poser toutes vos questions sur ce que vous voulez. Vous voyez que là, on a plein de thématiques depuis tout à l'heure et c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Là, je vois qu'il y en a plein et je pense qu'à partir de maintenant, je vais passer à celle-ci qui parle de plein de sujets différents. Peut-être une question sur les questions politiques. Il y a des questions qui sont montées dans l'actualité. Il y a les élections européennes dans pas longtemps. Et il y a certains jupéistes qui proposent d'avoir éventuellement une alliance avec La République En Marche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, on repasse du coup sur des questions très politiques, il y a une transition quasi inexistante. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée d'avoir une alliance avec La République En Marche, donc les Républicains et La République En Marche ? Alors déjà, les élections européennes, je pense que ce sont les élections les plus importantes. Parce qu'on oublie qu'aujourd'hui, une très grande partie de notre droit, voire la majorité de notre droit, résulte du droit européen et qu'en fait, le droit français ne vient que traduire l'application de textes qui ont été votés par le Parlement européen. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut que les gens en aient conscience. Le taux de participation aux élections européennes, c'est le taux le plus faible de l'ensemble des élections. Donc voilà, saisissez-vous, c'est dans 5 mois, on en entend trop peu parler. Alors que c'est aujourd'hui un vrai sujet. Alors après, moi je vais être claire, j'irai voter aux élections en fonction du programme, des idées, de l'ambition qui sera portée sur la construction européenne. Après, il faut aussi savoir que ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu une élection à 2 tours aussi, les élections européennes. C'est-à-dire qu'on envoie des candidats qui ensuite se constituent en groupe politique, qui vont ensuite désigner le président de la Commission et donc la ligne qui sera celle de l'Union européenne pour les années à venir. Donc il y aura le programme, il y aura aussi le parti, le mouvement dans lequel souhaiteront s'inscrire les candidats qui porteront ce programme. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment vu les programmes, donc c'est très difficile de se positionner. C'est-à-dire que je ne vais pas dire j'irai voter républicain parce que je siège chez les Républicains, non. Et en même temps, je ne vais pas aller dire j'irai voter La République En Marche parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui semblent avoir le discours le plus européen. C'est un ensemble. Et aujourd'hui, on n'a rien vu. Enfin, personne ne parle vraiment de ce sujet. Alors moi, je pense que c'est vraiment un sujet d'importance. Une dernière question peut-être sur la droite et sur les élections. Est-ce que Laurent Wauquiez fait un bon président des Républicains ?
On a le droit d'avoir des questions de joker. Je sais pas. Peut-être que votre réponse en joker est une forme de réponse, ça va vous voir, mais je sais pas. C'est vous qui me. Bah après, il semble avoir sa stratégie, son idée de long terme sur les positions qu'il prend aujourd'hui. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me retrouver dans ce que je peux entendre ou lire. Alors après, comme on le disait, il y a quand même une partie de ce qu'on voit qui est déformée par le traitement journalistique qui en est fait. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir en tête-à-tête avec lui. Donc, je vais pas non plus lui faire un procès d'intention. Mais je veux dire, si jamais j'étais une simple citoyenne qui lit les journaux et adhérente des Républicains, je sais pas si j'aurais renouvelé mon adhésion. Ouais, bon. Enfin, voilà. D'accord. Je pense que j'aurais attendu de voir. Très bien. Bon, au moins, on verra après sur les élections, du coup, qu'est-ce que vous soutenez pour les européennes. Dans les questions, on a une bonne dizaine de questions, donc on va essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Vous allez voir là, aucune transition, je ne vais même pas faire d'effort, ça va aller dans tous les sens. Bardlock qui demande quelle est l'ambiance générale, en général, au Sénat. Bah, après, on est entre gens civilisés, donc ça se passe plutôt bien. Enfin, mais typiquement entre les partis, est-ce que vous voyez est-ce que vous arrivez à travailler facilement avec des gens qui sont de la France Insoumise, qui sont du Parti Socialiste? Alors il n'y a pas de France Insoumise. Il n'y a pas de France Insoumise. Mais qui sont du PS par exemple? Alors, je ne sais pas si c'est ma personnalité, je sais pas, mais moi j'ai aucune difficulté à travailler, enfin, avec tout le monde est vraiment sans. A priori, même pour les autres, ça se passe bien. Il n'y a pas de. Bah, j'ai pas entendu dire ou j'ai pas vu de situation conflictuelle. Donc, je dirais oui, il y a une bonne ambiance. Si on prolonge ça, en parlant peut-être à des députés que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'au Sénat, il y a moins ces tensions politiques entre partis politiques et il y a moins ce jeu politique d'affrontement et de... Est-ce que c'est peut-être moins le cas au Sénat? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Pour moi, c'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je vous le dis, je suis un peu arrivée là... Pas parachuté, mais descendu vite fait, donc sans avoir d'autres comparaisons à côté ou d'autres. Il faudrait inviter Guillaume Chevrollier et lui poser la question, parce que c'est un jeune sénateur qui a fait un mandat à l'Assemblée nationale, donc lui saurait répondre à cette question. Pourquoi pas, effectivement. Une autre question, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Frofro69 qui demande que pensez-vous de l'encadrement des loyers en Ile-de-France? Alors après, moi, je suis plutôt de nature libérale, donc pour l'économie de marché et la régulation de l'offre et de la demande. Mais comme je le disais au début, le logement, c'est vraiment le problème crucial en Ile-de-France. On souffre du mal logement. Enfin, globalement, une même famille, enfin, quand on mettra le nombre de mètres carrés à Paris ou en province, on n'est pas du tout dans la même proportion. Et Paris perd des habitants d'ailleurs. Paris perd des habitants. Alors, est-ce que c'est que la question du loyer ou est-ce que c'est pas l'ensemble de la politique aussi qui est un peu là sur le fait qu'on est passé de répression totale de la voiture brutalement sans de phase de transition? Après, il faut peut-être le faire pour que demain, on développe les mobilités douces, les transports en commun. Enfin, voilà, je ne connais pas assez bien le dossier pour avoir un jugement. Je sais juste qu'en tout cas, ça n'a pas été concerté, notamment avec les villes limitrophes. Après, l'encadrement des loyers, si c'est un moyen qui doit pouvoir permettre à la majorité des gens de se loger dans le secteur libre, peut-être. Après, normalement, quand le marché fonctionne bien, ça doit pouvoir fonctionner sans qu'il y ait de règles en plus. Lambdascape qui demande quid de la reconnaissance du vote blanc? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, il n'y a pas de transition. Non, mais, on va sur le dernier quart d'heure. C'est une très bonne question parce que j'avoue que vous allez tout savoir. Hein. Au second tour de l'élection présidentielle, j'étais bien embêtée. Il était hors de question pour moi de voter Marine Le Pen. Ensuite, Emmanuel Macron, j'arrivais pas à être aussi séduite qu'un certain nombre de mes copains qui ont été. Voilà, je me disais, il y a quand même un truc qui va. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui arrive comme ça. On a raconté une très belle histoire autour de lui, mais ensuite. Il y avait un doute sur derrière. Voilà, le pouvoir, ça s'improvise. Enfin, exercer le pouvoir, ça s'improvise pas en fait. Enfin, il y a quand même besoin de se. Donc lui n'a jamais été élu. Enfin voilà, c'est la première fois qu'il a été élu. Mais lui, pour le coup, c'est même pas. Si moi j'étais entre guillemets parachutée, lui, je sais pas, il a été bombardé depuis une fusée. Donc voilà, j'avais un doute.
Et en même temps, j'ai fait le calcul que si jamais je ne votais pas, ou que je votais un vote blanc, mathématiquement, j'augmentais du coup le pourcentage de Marine Le Pen dans le résultat final, puisque comme les votes blancs ne sont pas comptés et qu'on et on regarde que les exprimés, donc j'ai été votée pour Emmanuel Macron. Mais effectivement, s'il y avait eu le choix du vote blanc, j'aurais mis un bulletin blanc pour exprimer que c'était pas un vote d'adhésion. Et aujourd'hui, on le voit bien. On voit bien que le socle finalement électoral d'Emmanuel Macron, il est très restreint parce qu'il a été élu sur un vote qui n'était pas un vote d'adhésion au second tour. On n'a pas eu, comme dans les débats traditionnels, quand on a un affrontement entre deux partis de gouvernement, voilà, les gens font bien un choix à un moment entre l'un ou l'autre. Là, c'était tout sauf. Ouais. Alors, une autre question. Je serais plutôt favorable pour la reconnaissance du vote blanc. Là, voilà, vous avez votre réponse. Moi, alors là, j'avoue, c'est une question que j'ai personnellement, parce que j'ai entendu parler récemment d'une fusion, alors qui est à l'arrêt apparemment, mais d'un projet de fusion entre Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, qui sont, pour ceux qui ne sont pas parisiens ou de région parisienne, qui sont deux très grosses villes. Alors Issy-les-Moulineaux, je ne sais pas combien d'habitants. 66 000 habitants, allez. Voilà, c'est quand même une très grande ville aux portes de Paris, et Boulogne-Billancourt qui a apparemment plus de 100 000 habitants. C'est un projet qui est apparemment à l'arrêt, mais est-ce que vous y êtes favorable et j'ai l'impression que ça recomposerait pas mal, ça ferait une ville assez massive à côté de Paris, non? Alors c'est un projet qu'on a considéré dans un contexte qui est maintenant ancien, parce que ça doit faire 2 ans qu'on a travaillé sur ce projet. Qui était de dire, on avait un peu le sentiment, même grosse ville, d'être complètement écrasé d'un côté par la ville de Paris, par la métropole du Grand Paris qu'on nous a imposé. Enfin, voilà, les maires d'Île-de-France s'étaient vraiment opposés à cette création d'une couche supplémentaire. Bon, la loi l'a instituée, donc bon, voilà, on vit avec. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, Boulogne, Issy-les-Moulineaux, déjà c'est 2 villes qui résultent de fusion. C'est la fusion de Boulogne et de Billancourt, et c'est la fusion d'Issy et des Moulineaux. Ces 2 villes qui ont une sociologie assez proche, pourquoi ne pas regarder effectivement la fusion, ce qui aurait créé une ville de près de 200 000 habitants, donc qui aurait fait quelque chose, je crois, comme la 13e plus grosse ville de France. Donc, et c'est là où ça va peut-être donner pareil de l'espoir à tous ceux qui croient à la démocratie, aux réunions, à la concertation. On a fait ce travail, donc déjà. Un côté très positif, c'est que les services des 2 villes ont regardé comment fonctionnait chacune des 2 entités, ce qu'il y avait de commun, ce qu'il y avait de différent. On s'est quand même rendu compte que même si on était très proches en termes de sociologie et autres, en termes de fonctionnement, c'était très éloigné. Et sur des choses qui ne se voient pas quand on est usagers, habitants, mais qui ont des conséquences très fortes après quand on gère l'entité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le même logiciel comptable, on n'avait pas le même logiciel de gestion de la population, on n'avait pas. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aurait fusionné, il y avait toute de la technique à mettre en œuvre derrière qui aurait été très lourde. Bon, ça, c'était à la rigueur toujours réalisable, mais surtout, on a écouté les gens et en fait, les habitants ne voulaient pas de cette fusion. D'accord. Ils étaient attachés à leur ville. Ils étaient attachés à leur ville. Mais, et les questions qu'on a le plus eues, c'est comment s'appellera la nouvelle ville? Voilà, c'était ça. C'est une question qu'on peut se poser après tout. Et les gens étaient très attachés à l'entité. Ils habitaient Boulogne-Billancourt. Enfin, ils ne voulaient pas habiter dans une nouvelle ville parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils se trouveraient dessaisis d'une partie de leur histoire. Et c'est vrai que, à Boulogne, on a quand même des gens qui sont là, pour certains, sur plusieurs générations, qui sont nés à Boulogne, qui ont passé toute leur vie à Boulogne. Donc, et pourtant, je vous dis, on est dans une ville de 120 000 habitants, mais donc finalement, une réaction, un sentiment d'appartenance qui pourrait être ceux qu'on observe dans des territoires plus ruraux. Donc, on a écouté. La fusion ne se fera pas. Par contre, on en a tiré quand même tout un tas d'enseignements pour améliorer nos services municipaux. Donc, les élus y ont passé du temps. Enfin, voilà, côté du maire, moi, j'ai dû faire au moins 6 réunions publiques. J'ai fait des réunions plus techniques derrière. Mais du coup, je pense que chacune a appris, on s'est enrichi et voilà. Donc, super. Bon, il y a la réponse à cette question. Je regarde parce qu'il nous reste environ 10 minutes, enfin même un petit peu moins, le temps après de clore l'émission. Bon, après, il y a des questions qui partent dans tous les sens, Caris ou Bouba, donc ça, on est clairement sur deux types de questions. Ah oui, mais il y a un à moins que vous vouliez répondre, Bouba, c'est Boulogne. Donc voilà. ça peut, il y a une préférence, j'imagine, mais oui, d'un coup il y a une arrivée de Caris ou Bouba sur le
le monde a vu, donc oui, pour vous c'est... Boulonnais, forcément. D'accord, forcément c'est Booba. Bon, du coup, ils sont contents d'avoir leur réponse. Je regarde s'il y a d'autres questions un peu plus sérieuses sur les 10 dernières minutes, histoire qu'on en profite. Il y en a beaucoup. Voyons voir qu'est-ce que je peux sélectionner. Voyons voir. Merci à Perceval d'ailleurs qui fait un incroyable travail de modération. Là, c'est le moment, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser directement dans le chat et puis nous on les prend. Donc forcément, ça réagit sur Booba, je le vois en ce moment-là. Ah, il y a eu ça a fait réagir un petit peu sur Alexandre Benalla aussi. Moi, j'ai reçu des questions là-dessus. Est-ce qu'on en parle? Alors, il y a eu l'audition lundi au Sénat. Est-ce qu'on parle trop de l'affaire Benalla? On en revient à la question du traitement médiatique, mais même au Sénat, est-ce que vous trouvez qu'on en parle trop, que les élus en parlent trop et qu'on en parle trop? J'ai dit on en parle trop 10 fois, mais... Alors moi, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai suivi d'assez loin pour être un peu au courant de ce qui se passe. Mais effectivement, en trouvant dans une certaine mesure que peut-être on en faisait trop pour ce qui... Enfin, on avait monté une affaire d'État autour de quelque chose qui était plutôt après. Je pense que la pelote, au fur et à mesure qu'elle s'est déroulée, a quand même permis de montrer qu'il y a eu des dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État qui n'étaient pas forcément entendables, acceptables. Voilà, il y a des... Enfin, je l'ai peut-être déjà dit, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Quand on accepte d'endosser un rôle, de rentrer dans une institution, on doit aussi se plier aux codes et aux règles de l'institution et on ne fait plus ce qu'on veut. Donc typiquement, la protection du président de la République, elle est assurée par un service dédié qui a été formé pour ça, qui connaît les règles du protocole, enfin tout ce qu'on veut, qui discute avec, je suppose, la direction de la sécurité intérieure ou autre. On ne choisit pas son meilleur copain pour venir. Bon, voilà, on se plie à l'institution. Et voilà, c'est à partir du moment où on accepte d'endosser le rôle, on prend aussi ce qui va avec. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. D'accord, bon, vous avez votre réponse. Peter qui dit c'est le sbeul à l'Élysée. Bon, c'est une façon de résumer les choses. Je pense qu'on a fini avec les questions. Je vais voir un peu est-ce qu'il reste une ou deux questions en plus qui sont là. Voyons voir. En fait, il y en a beaucoup là que je n'ai pas vu. Il y a toute une réduction du nombre de parlementaires. Est-ce qu'on en a parlé de ça? Non, Loustic qui demande, êtes-vous favorable à la réduction du nombre de parlementaires? Pour des questions éventuellement d'économie, mais pas seulement. Je pense que les économies, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de réduire le nombre de parlementaires qui va forcément changer la donne et faire que notre déficit va diminuer alors qu'il aurait bien besoin de le faire. Ensuite, je pense qu'on a juste besoin d'avoir des parlementaires qui s'investissent, qui soient à l'écoute de la population. Après, j'ai l'impression, quand je vois mes collègues, que c'est ce que chacun essaie de faire en fonction du territoire d'où il vient. Donc, je ne sais pas si moins de parlementaires, c'est forcément la réponse. Après, j'entends que c'est une demande qui est forte, et on le sait, et le Sénat, on l'a dit, aujourd'hui, il n'y a pas un blocage du Sénat sur ce sujet-là dans la réforme constitutionnelle. Mais après, je ne suis pas sûre que c'est ça qui apportera la réponse aux problèmes qui ont été soulevés par les Gilets jaunes, parce que moins de parlementaires, ça veut dire aussi moins de possibilités de pouvoir rentrer en contact direct avec un parlementaire. Voilà, il faut... Donc après, c'est peut-être effectivement dans les modalités d'échange, peut-être qu'on trouve que les parlementaires sont trop éloignés, voilà, ça c'est des questions auxquelles j'ai peut-être plus de mal à répondre parce que je viens effectivement d'un territoire où la proximité est quand même un peu, je crois qu'on doit être le département, à part Paris, mais le département de France où il y a le moins de communes. Il y a 36 communes dans les Hauts-de-Seine, donc c'est pas difficile d'aller d'un bout à l'autre. On a un département qui est complètement numérisé. Donc voilà, j'ai peut-être un regard qui est biaisé, je le sais, différent. Je le dis. Donc voilà. Ouais, justement, alors une dernière question peut-être de Perceval qui demande si vous allez participer ou organiser un débat dans ce cadre du grand débat dans votre département. Et au-delà de ça, vous, quel est le calendrier en tant que sénatrice dans les semaines à venir, le programme législatif, etc. Alors moi, j'assisterai à tous les maires, toute personne qui me demandera de venir à un grand débat parce que voilà, j'estime que ça a été
une demande du gouvernement, qu'aujourd'hui, en tant qu'élu de la République, je suis là aussi pour appliquer la loi, donc j'irai. Après, je ne pense pas que ce soit à nous de venir animer, modérer ces débats. Ça doit être l'expression de la société civile, sinon on dévoie l'objet même du grand débat. Mon calendrier, dès la semaine prochaine, j'attaque avec la loi sur la transformation des entreprises, la loi dite Pacte. Ouais. Donc là, on a 2 semaines d'intenses débats qui s'ouvrent devant nous. Je pense que ça va même la privatisation d'ADP, à mon avis, ça va pouvoir donner lieu à des séquences jeux vidéo, parce que ça va être très très animé et très musclé. Donc, voilà, il faudra suivre ça. Et ensuite. Et avec le grand débat, en fait, un certain nombre de textes ont été reportés. Ouais, moi, j'attendais la loi de financement des collectivités. Enfin, le terme ne sera pas celui-là, mais qui devait normalement arriver là fin du premier trimestre. En tout cas, fin du premier semestre 2019, et en ayant associé les commissions des finances des 2 assemblées pour les préparer. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que je connais un petit peu. En fait, je sais pas, mais à chaque fois que je suis dans une instance, je siège toujours à la commission des finances, donc je maîtrise un peu. Voilà, je connais un peu les problématiques aux différents échelons. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui posaient des questions sur le millefeuille territorial. Et oui, enfin ça, alors là, je suis complètement d'accord avec eux. Enfin, 5 couches de millefeuille en Ile-de-France, c'est trop, quoi. C'est indigeste. Il faut vraiment que tout ça évolue parce que pour les citoyens, c'est incompréhensible. Enfin, je pense qu'un habitant des Hauts-de-Seine, il ne sait pas qu'il est dirigé par 5 couches au-dessus de lui, sans parler de l'État et de l'Europe, quoi. Donc oui, il y a vraiment besoin de simplification pour rendre aussi l'action politique et l'action plus compréhensible de nos citoyens. Donc ça, c'est des sujets. Mais bon, le calendrier, pour l'instant, expectative. Dans les mois à venir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Là, c'est passé relativement vite. C'est passé super vite. Ça passe en général assez vite, alors que c'est une émission d'1 heure et on n'a pas forcément le temps comme ça de prendre le temps de parler de plein de sujets différents. On a parlé forcément du Sénat, d'engagement politique, on a parlé du grand débat évidemment, de plein de sujets. J'espère que ça vous a plu de prendre part à avec plaisir, pas de problème. Pourquoi pas, avec grand plaisir en tout cas, et je pense que ça a plu aussi à ceux qui ont pu poser leurs questions et réagir en direct à tout ça. Donc vraiment merci à tous d'avoir suivi tout ça. Merci Chris, merci Jésus du ciel, merci à Nimbridge, à tous ceux qui sont sur le chat. Ça fait très plaisir d'avoir fait cette émission. Pour ceux, voilà, je suis une sénatrice 2.0, enfin j'essaie dans la modeste, donc j'ai une page Facebook et un compte Twitter que j'alimente moi-même, que je relève moi-même, et j'essaie de répondre. Donc s'il y a un jour quelqu'un a une question, s'il y a des mails envoyés, a priori c'est vous qui lisez les mails aussi. C'est moi qui lis mes mails, qui lis mes posts, enfin Messenger, qui lit mes, donc je contrôle tout. Je sais pas si. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les Hauts-de-Seine ou vers Boulogne, n'hésitez surtout pas. Merci pour tous vos messages, ça fait très plaisir. Merci évidemment à O-Gaming, à Acropolis et à Public Sénat pour cette émission. C'est une émission Public Sénat et Acropolis, et ça fait plaisir de voir cette association et de faire des belles émissions comme ça. On n'a pas encore le nom du prochain sénateur ou de la prochaine sénatrice, donc on vous le donnera dans quelques jours, vous inquiétez pas. D'ailleurs c'est drôle, il y avait une question tout à l'heure qui demandait pourquoi l'émission s'appelle Question aux sénateurs alors qu'il n'y a qu'un seul sénateur ou sénatrice, parce qu'il y a plusieurs émissions, donc plusieurs sénateurs tout simplement. Merci encore d'avoir suivi ça, merci à Perceval pour la modération, il est juste à côté de moi mais je fais comme s'il était sur internet. Merci à Perceval pour la modération et pour avoir fait remonter toutes les questions. Merci à tout le monde pour cette émission et puis à très vite. Encore merci beaucoup, Madame la sénatrice. Bravo à vous et belle continuation. Merci beaucoup, merci.